Et le but, c'est de performer en Europe et que Nice soit la capitale du MMA en Europe. C'est une aventure humaine incroyable de vivre toute cette épopée avec eux. Le but, ça sera de l'envoyer à la retraite, comme j'aime bien dire. En ligne de mire, il n'y a que ça, c'est vraiment l'UFC. Sur la scène MMA française, le Boxing Squad, c'est un des clubs les plus importants, tout simplement. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire des clés en extension, mais je peux l'emmerder quand même. C'est-à-dire que là, si je viens travailler ici, il va pas taper, mais il va ouvrir. Aldric Cassata, bonjour. Vous avez créé le Boxing Squad il y a bientôt 15 ans. Aujourd'hui, c'est un des principaux clubs de MMA en France, sur la scène française et même internationale. C'est une fierté de voir aujourd'hui où est arrivé le Boxing Squad. Oui, bien sûr. À la base, c'était un projet, pas entre amis, mais on va dire que j'avais le choix de retourner aux États-Unis ou de rester là. Puis j'ai rencontré la première génération des combattants comme Miguel Haro, Thibaut Colleuil et consorts. Et puis j'ai eu envie de m'investir pour ces jeunes qui étaient là. Et de voir qu'aujourd'hui on est à la troisième génération, qu'il y a des garçons comme Baris ou comme Axel qui sont arrivés à 15-16 ans, c'est génial. Ouais. C'est une fierté de les voir dans toutes ces organisations aujourd'hui, de voir où ils arrivent et de voir à quel point ils performent, parce qu'on voit Axel, premier combat UFC KO. Ouais, là on a fait 2 KO en 2 mois en fait à l'UFC, donc je pense qu'il y a peu d'équipes qui peuvent se vanter entre guillemets de ça cette année. Axel à Paris et Manon à Vancouver. Il y a Baris qui fait un très gros tournoi au PFL. Il y aura Kevin Jousset qui fera le co-main event français, on va dire, du PFL derrière les 2 combats internationaux. Donc la fin d'année est très chargée. Puis en début d'année, on devrait revoir, à mon avis, sur le premier trimestre, et Axel et Manon à l'UFC. Et voilà, la priorité, moi en tant qu'entraîneur, là, ma priorité, c'est Virgil Hogan. Je veux absolument qu'il rejoigne Manon et Axel à l'UFC. Puis on verra après pour le reste. Il y a beaucoup de choses en cours. Il y a des visas américains qui devraient se faire pour Baris et pour Nikita. Donc voilà, la suite s'annonce. Il y a encore beaucoup de travail, mais la suite est sympathique. Il y a des négociations pour Virgile ou ouais. C'est encore dans le secret? Ouais. Et moi, on verra s'il fait son dernier combat à Nice, c'est possible, mais il est déjà sur les tablettes de l'UFC. Donc, quoi qu'il arrive, je suis persuadé qu'il ira après le combat de Nice, mais il n'est même pas impossible qu'on le voit avant. Oui, vous parliez aussi de Kevin Jousset. C'est qu'aujourd'hui, le Boxing Squad, il n'y a plus uniquement cet aspect formation, si on peut dire ça comme ça, mais aussi des combattants pros qui ont une carrière et qui rejoignent le club, s'entraîner ici. C'est une reconnaissance du travail qui est accompli, en tout cas. Ouais, c'est un feeling aussi. Moi, j'ai une sensibilité MMA qui est un peu différente sûrement d'autres, parce que j'ai été pas mal d'années à l'étranger. Franchement, je ne sais pas si je devais additionner le nombre de mois que j'ai passé à l'étranger. Je pense qu'on dépasse largement les 5 ans. Donc voilà, aujourd'hui, et ça va s'accentuer encore plus quand on aura notre nouvelle structure en début d'année, puisqu'on aura plus de place. Je pense que c'est pas une question de patience, mais le travail de formation, voilà, on l'a fait, c'était super de prendre des mecs de A jusqu'à Z et de les amener à très haut niveau. Néanmoins, moi, en tant qu'entraîneur, je préfère travailler sur le très haut niveau maintenant. Oui. J'ai un peu moins envie de m'orienter vers la formation. Donc, on a déjà des gens de l'étranger qui ont envie de venir faire leur camp ici. C'est pour certains combattants étrangers, c'est un vrai bonus de pouvoir partager des entraînements avec eux. Si en plus ils peuvent venir prendre aussi la science d'Aldric sur ce qu'il connaît le mieux en termes de coaching, ce sera bonus. On sait qu'il y a l'idée et même très avancée de cette nouvelle structure où il va y avoir enfin plus de place aussi pour les accueillir et plus de structure. Et en début d'année, on sera capable d'offrir une structure avec plus de place, un espace récupération, un espace préparation physique. Et ça permettra de continuer dans le prolongement de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et pour devenir le numéro 1 en Europe, ça c'est une certitude. Elle est dans les tout meilleurs clubs de France aujourd'hui, c'est évident. Et à l'international, ça commence bien sûr à être connu, parce que quand on a une Manon Fiorot qui va jusqu'à la ceinture UFC, ils sont que 2 en France avec Cyril Gane à l'avoir fait, forcément ça suscite la curiosité. Et on a envie d'en découvrir un peu plus sur le club d'où elle vient, ou d'où peut venir aujourd'hui un Axel Sola. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut ambitionner 4, peut-être 5 athlètes sur 2026 à l'UFC.
Donc c'est pas du jamais vu, mais ça ferait de nous une des meilleures équipes d'Europe. Et alors, ce ne sera pas sûrement 4 Français ou 5 Français, mais je pense que déjà Virgile peut les rejoindre, ça nous en ferait 3. Et on peut incorporer 2 ou 3 étrangers dans l'équipe qui m'ont déjà demandé. Donc voilà ce qu'on ambitionne. Et petit à petit, je pense que élargir la connexion avec d'autres Français qui sont déjà à l'UFC, ce sera dans le domaine du possible aussi. Oui, ok. Il y a déjà eu des contacts, notamment sur ce plan-là? Je ne peux pas donner de nom parce que c'est des gens qui s'entraînent déjà ailleurs, mais oui, il y a déjà des contacts avec des gens avec qui moi aussi j'aimerais bien travailler parce que j'aime le style et l'image qu'ils représentent. Mais pour l'instant, ça reste de la négociation puisqu'ils sont déjà engagés dans d'autres équipes et donc il faut laisser le temps au temps. Vous parlez beaucoup d'équipes dans tout ce que vous dites. Il y a déjà quelques équipes qui existent, notamment à l'UFC avec les Fighting Nerds. C'est un exemple que vous aimeriez suivre, de créer cet esprit de groupe, cet esprit d'équipe, même à l'UFC, on sait que c'est un sport individuel. C'est un sport individuel, mais qui se travaille en équipe. Vous avez vu ce matin, ça se bosse en équipe, les conseils, les différents drills qu'on fait ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose qui se fait de façon collective. Et c'est rigolo de parler de Pablo Sucupira des Fighting Nerds parce que j'ai fait sa connaissance il n'y a pas très longtemps et on est devenus très copains. On s'envoie beaucoup de messages, de soutien et de conseils. Et c'est aujourd'hui, pour moi, il fait partie des meilleurs coachs au monde et j'échange beaucoup avec lui. D'ailleurs, il est prévu qu'on aille un petit peu les voir à Sao Paulo sur courant 2026. D'accord. Et oui, c'est un exemple très clairement parce qu'aujourd'hui, il n'a pas 4, il a 12 athlètes à l'UFC. Donc voilà, je pense que cet esprit d'équipe, on ne l'a pas encore manifesté commercialement avec ces lunettes Fighting Nerds, mais cet esprit d'équipe, il existe déjà. Oui. Parce que, d'autant qu'ils s'entraînent depuis des années tous ensemble, donc il n'y a pas besoin de le créer, il existe déjà. Il existe déjà. La preuve en est, c'est que Iliane Boifia, qui n'est pas sur place, qui habite à Lille, mais qui fait une partie de ses camps ici, Virgile, Axel et Iliane sont partis au Canada pour voir Manon, pour la soutenir quand elle combattait. Donc voilà, je pense vraiment que l'équipe, elle y est déjà, c'est vraiment installé. Il y a certains membres de l'équipe qui ont même le tatouage du club sur leur peau. Donc voilà, on bosse en ce moment même sur une idée de le mettre en représentation, de trouver un logo physique comme ces lunettes. Mais en tout cas, l'esprit, il existe déjà. Où est-ce que vous imaginez le club d'ici 5 ans? Installer l'UFC, c'est vraiment un souhait. Parce qu'aujourd'hui, alors c'est pas que je suis particulièrement maqué avec l'UFC, c'est juste que pour moi aujourd'hui c'est la ligue sportive numéro 1. Donc si on veut performer, c'est là qu'on doit être. Et je pense à 5 ans, si on peut avoir une dizaine d'athlètes à l'UFC, toutes nationalités confondues, ce sera un bel accomplissement. Et une ceinture? J'espère qu'on l'aura avant. la ceinture, même si pour l'instant on a décidé avec Manon de ne pas y penser en fait, de prendre du plaisir sur les combats. Néanmoins, avec le statement qu'elle a fait il y a quelques semaines, elle s'est replacée directement au titre et ça peut être en 2026. Peut-être qu'il faudra un combat avant, peut-être qu'il en faudra un deuxième, c'est pas très important. L'important, c'est ce qu'on a réussi à recréer. C'est-à-dire que là, elle s'entraîne comme quand elle avait 20 ans et qu'elle faisait du karaté. Le plaisir qu'elle a retrouvé fait que c'est une combattante, je pense, qui va approcher sa carrière de façon totalement différente, avec un état d'esprit beaucoup plus libéré, beaucoup plus serein. Et je pense que Manon Fiorot, plus libérée et plus sereine, ça peut faire beaucoup plus de dégâts encore que ce qu'elle en faisait avant. Axel, bonjour. Bonjour. Tu sors d'un combat, ton premier combat à l'UFC lors de l'UFC Paris, victoire par KO. Déjà, qu'est-ce que t'en retiens de ce combat, ta réaction? C'est une fierté, j'imagine, de commencer à l'UFC et de directement poser les bases, de dire je suis capable de faire ce genre de performance. Beaucoup d'attentes parce que j'étais dans une situation où la seule étape possible, c'était une ligue plus grande et la meilleure ligue que je pouvais espérer, c'était l'UFC. L'opportunité s'est présentée, donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'être juste méritant, il faut aussi avoir une histoire de circonstances qui doit se réaliser pour qu'on ait notre chance. Donc j'ai eu ma chance et j'ai performé, j'ai fini mon adversaire au 3e round. Donc très content de cette performance et maintenant le plus dur reste à faire, mais
je suis prêt à relever le défi. Oui, et puis aussi dans une salle en feu, on le sait, à Paris, c'est chaque année une très grosse ambiance, une des meilleures du monde, c'est en tout cas ce que disent tous les observateurs. Ça fait quoi d'être dans cette salle portée par le public français? On entendait les Marseillaises. Je ne m'en rends pas vraiment compte parce que je suis dans ma bulle, je suis très concentré sur le combat et la seule chose vraiment que mon cerveau ne filtre pas, c'est les consignes de mon coin. Donc quelque part malheureusement, mais je ne peux pas vraiment. Oui, tu n'en as pas de profité l'énergie. à 100%. Pas totalement, parce que ma manière de gérer le moment, c'est d'être vraiment concentré, d'être dans ma bulle. Donc le jour J, je ne m'en rends pas vraiment compte. Par contre, la veille, à la pesée cérémoniale, effectivement, l'énergie était incroyable. J'avais dormi 2 heures, j'avais pas pu faire de sieste, donc j'étais très fatigué. Mais après la pesée cérémoniale, j'avais une énergie sans pareil. Toi, tu es un combattant assez particulier. On a souvent une image des combattants un peu très durs, etc. Toi, tu as aussi une sensibilité musicale, tu écoutes beaucoup de musique classique, tu fais du piano. Ça te vient d'où, ces passions-là? J'ai toujours aimé la musique. Après, mon père était musicien, donc j'ai eu une petite formation musicale sur la guitare. Mais en grandissant, j'ai eu envie de développer cette passion sur le piano. Et puis, j'avais besoin d'une stimulation qui me sorte un peu de ce que c'est la vie de combattant tous les jours. Donc, de me détendre, un échappatoire. Et je trouve que la musique remplit parfaitement ce rôle. Et justement, cette singularité, elle se voit aussi sur ta musique d'entrée. Il y en a beaucoup qui rentrent sur des musiques de rap, des musiques un peu plus incisives. Toi, c'est de la musique classique. C'est pourquoi ce choix? Un des premiers films que j'ai regardé sur le MMA, auprès à la période où j'ai commencé, il s'appelait Warrior, et un des 2 combattants, celui qui gagne le tournoi, il rentrait sur de la musique classique. Peut-être par rapport à ça, et puis aussi j'avais envie, ça c'est important de se démarquer en tant que combattant, parce qu'il ne s'agit pas de juste combattre, c'est aussi l'image qu'on développe. Alors, le développement de mon image, c'est quelque chose en cours, c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui établi. Mais voilà, je savais que se démarquer c'était important, que tous les combattants ont leur musique d'entrée, qui sont la même, qui est leur musique thème, et bien. Cette musique me plaisait beaucoup et je trouvais qu'elle remplissait parfaitement le rôle de musique d'entrée, donc voilà. Ouais, toi, comme beaucoup de combattants du Boxing Squad, tu es au club depuis tes débuts dans le MMA. C'est aujourd'hui un club qui prend de plus en plus de place sur la scène MMA, déjà en France et puis à l'international. C'est un plus aussi de s'entraîner ici avec tous ces talents, avec un coach comme Aldric Cassata? Bien évidemment, on est un vivier de talents et de combattants qui sont déjà établis ou qui sont en train de s'établir sur la scène professionnelle. Donc c'est une aventure humaine incroyable de vivre toute cette épopée avec eux et j'ai hâte qu'on passe à la suite. Oui, parce que tu parles d'aventure humaine, il y a un de tes meilleurs amis aussi qui s'entraîne ici avec toi, c'est Virgile. Lui, il a un combat en janvier, c'est pas encore à l'UFC, mais c'est quoi votre relation? C'est vraiment 2 meilleurs amis au final? Avec Virgile, on a tous les 2 grandi dans ce sport ensemble. On a tous les 2 passé des années à s'entraîner entre guillemets dans le vide, en espérant qu'un jour ça se concrétise, et c'est en train de se concrétiser pour tous les 2. Donc Virgile va défendre sa ceinture en janvier, mais on espère peut-être l'UFC avant, donc on verra si les circonstances seront présentes pour qu'il passe à la ligue supérieure. Virgile, on en parlait notamment avec Axel. Vous avez une relation qui est très particulière ici. Est-ce que tu peux nous en parler Avec Axel, c'est mon partenaire depuis le début. Moi, j'ai commencé le MMA quand je suis arrivé à Nice directement avec lui. Et on venait toujours s'entraîner tous les 2, tous les jours. Et puis, il y a eu des périodes un peu plus creuses où il y avait moins de gens qui étaient là ou quoi. Et nous, on a toujours été là tous les 2. On s'est toujours entraînés ensemble. On s'est toujours tiré vers le haut. Lui, il a fait pas mal de combats amateurs. Il revenait avec son expérience qu'il me transmettait aussi. Et non, c'est une chance de pouvoir partager cette aventure avec lui. Et puis, même au niveau de la carrière, on s'est toujours un peu suivi. Bon, maintenant, il faut que je le rejoigne à l'UFC. On a été tous les 2 champions de la RES. Et donc voilà, donc c'est cool de partager ça avec quelqu'un. Oui, parce que toi, à l'origine, donc tu t'entraînes ici à Nice depuis ton adolescence, mais tu ne viens pas de Nice? Non, moi, je suis arrivé à Nice après le lycée. Okay. Parce que dans tous les cas, il fallait que j'aille dans une grande ville aussi pour les études et puis pour rejoindre ma compagne avec qui j'étais déjà. Et du coup, quand je suis arrivé à Nice, j'ai cherché une salle de MMA. Moi, là-bas, je faisais du judo depuis que j'avais 5 ans. J'ai fait beaucoup de judo, j'étais en sport-études, tout ça. Et là, je voulais faire ma transition avec le MMA. Et puis, la salle de MMA, c'était le Boxing Squad, qui n'était pas ici, qui était à Nice-Nord. Et là, j'ai fait mon premier entraînement. J'ai rencontré Aldric, Axel. Je suis ressorti avec de gros cocards ici, jusqu'ici. Et voilà.
Et tu t'es dit, c'est là-dedans que je veux aller. Ouais, c'est ça. En fait, je sentais vraiment une forme de libération avec le judo. J'avais vraiment cette frustration et cette sensation où c'était pas forcément le meilleur qui gagnait, notamment avec toutes les règles. Des fois, je pouvais faire un combat où je perdais parce que j'avais tenu la manche d'une manière et je prenais une pénalité et je perdais pour ça. Et je me disais, attends, c'est pas ça la vision que j'ai moi des sports de combat et c'est pas ça que je veux faire. Et quand j'ai fait mes premiers entraînements de MMA, vraiment, j'ai senti comme si on ouvrait ce cadenas et je me libérais. Là, je pouvais faire pleinement m'exprimer. Oui, mais n'empêche que le judo, ça t'a beaucoup servi aussi dans ton expérience au MMA. Et aujourd'hui, une de tes principale force, c'est le travail au sol, puisque tu finis la majorité de tes adversaires sur des soumissions. Tu t'appuies vraiment sur ces bases de judo encore aujourd'hui? Bien sûr, encore aujourd'hui, ça me permet d'être bien stable, ça me permet, le judo, ça permet d'être très bon sur les phases de cage-contrôle. Les phases de cage-contrôle, c'est les phases où on va lutter avec la cage, donc il y a une immersion verticale qu'il faut prendre. Et non, le judo, ça m'aide énormément. Après, j'ai dû transformer et réadapter certaines techniques. Ça au MMA, mais sinon non, ça m'aide énormément tous les jours et ça m'a donné des bases, de super bases, et je pense que quand tu es petit, commencer par un sport de préhension comme le judo et la lutte, c'est la meilleure chose à faire. On parlait de tout ce travail au sol et tu parlais également de vouloir suivre Axel là, dans les prochains mois, prochaines semaines à l'UFC. Mais d'abord, il va falloir défendre ta ceinture à l'ARES. Donc ce combat, c'est en janvier. Mais est-ce qu'entre-temps, imaginons si l'UFC t'appelle, tu pourrais y aller et lâcher ta ceinture à l'ARES? Ouais, c'est toujours un truc qu'on a en tête et en ligne de mire, il n'y a que ça, c'est vraiment l'UFC. Et dans mon contrat ARES, j'ai une clause UFC qui permet, si l'UFC m'appelle, que j'y aille. Donc non, l'objectif, ça reste toujours ça en premier. Donc si j'ai la possibilité d'aller à l'UFC entre-temps, j'irai. Mais c'est vraiment ton objectif final, arriver à l'UFC? Enfin, pas final, parce qu'il y aura des objectifs. C'est de performer à l'UFC. Ouais, c'est de performer à l'UFC. Vraiment, c'est là où il y a les meilleurs. Et là, mon but, c'est de ne pas avoir de regrets, d'essayer d'aller le plus loin sportivement parlant, tu vois. Et je pense que je suis capable d'y aller et de performer. Donc l'objectif, c'est vraiment l'UFC. Je pense que Virgil Hogan a toute sa place à l'UFC aujourd'hui et qu'il battrait certains des moins de 84 kilos, qui est sa catégorie. Si on le mettait dans la cage demain, il y en a certains qui tomberaient face à Virgil. L'autre nom auquel je pense moi fort, c'est Baris Adigüzel, qui est un peu un phénomène chez les moins de 61 kilos aujourd'hui, qui est assigné au PFL. Donc le PFL n'a pas de ce qu'on appelle de release clause pour l'UFC, donc ils n'ont pas de possibilité de casser le contrat pour partir à l'UFC. Par contre, Baris, s'il se fait un nom au PFL et qui continue d'exploser tout le monde au premier round comme il le fait, quand son contrat avec le PFL sera terminé, il y a quand même moyen, pareil, que l'UFC, via les Contender Series ou autres, tape à la porte et soit intéressé par un talent comme ça, parce que c'est un vrai gros talent et gros potentiel, Baris. Baris, bonjour. Toi, tu es donc une des étoiles montantes du Boxing Squad ici à Nice. Tu viens de signer au PFL il y a quelques mois. Tu as gagné ton premier combat. C'est dans le cadre du tournoi européen avec 100 000 € à la clé. C'est pas rien. C'est une satisfaction, j'imagine, d'être arrivé au PFL. De ouf, ouais. C'est une vraie satisfaction. Être le seul Niçois à avoir signé au PFL et être dans le tournoi en finale. Et ça, c'est l'un des seuls Français. Donc ça fait énormément de plaisir. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à gagner le tournoi pour ensuite voir la suite. Mais ouais, c'est une sacrée satisfaction. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de frustration par rapport à ton combat? Parce que tu devais affronter un combattant portugais. Finalement, il n'a pas pu se présenter au combat et tu as affronté donc un Français, Julien Lopez. Il n'y a pas un peu de frustration de ne pas avoir affronté l'adversaire que tu devais Oui, une vraie combattre? Frustration parce qu'en fait, comme toi, tu étais passé, on préparait vraiment un adversaire précis. J'avais passé vraiment 2 mois d'entraînement que pour lui. Et c'était un adversaire respectable et très fort. Donc le but était vraiment de terminer et de montrer qu'en Europe, je fais partie des meilleurs. Bon, malheureusement, il s'est blessé à 4-5 jours. Ça arrive, ça fait partie du jeu, ça pourrait m'arriver à moi aussi. On ne pourra pas dire qu'il s'est retiré ou quoi que ce soit, mais bon, c'est une blessure qui est arrivée. Donc à la place, j'ai pris un Marseillais, Julien Lopez, qui était un ami, que je m'étais déjà entraîné avec. Donc ça faisait de la peine, mais ça fait partie du jeu. C'est qu'on devait se croiser et que je devais l'éteindre. Donc là, en finale, ce sera face à Sean Garnett, un Anglais. Tu es en pleine préparation de ce combat, alors sans trop en dévoiler forcément. Qu'est-ce que tu as identifié chez lui? Sur quel point tu vas devoir vraiment axer ta préparation pour le battre?
Le problème, c'est qu'il est vieux, donc il y a pas mal de choses sur lesquelles on sait. Donc le but, ça sera de l'envoyer à la retraite, comme j'aime bien dire pour cet adversaire-là. Il est petit, trapu, très puissant. Bon, bien sûr, c'est de la taquinerie, mais ouais, il est très puissant, très physique. C'est parmi top 3 meilleurs combattants européens. Donc c'est un adversaire qu'on prend réellement au sérieux mais qu'on pense réellement battre. Donc moi, je rentre jamais dans une cage en me disant que je vais perdre. Je rentre que en tant que vainqueur et je sais que ce combat-là, j'en sortirai vainqueur. Oui, beaucoup de confiance et en même temps, ça se comprend. Tu es sur une importante série de victoires, très souvent par KO au premier round. C'est vraiment ça ta force, cette force de frappe et de pouvoir éteindre n'importe quel adversaire? Je pense que ouais, maintenant j'ai réussi à le prouver quand même sur 6 dernières victoires. J'ai 5 par KO au premier round. Donc je pense que c'est une preuve comme quoi je peux éteindre n'importe qui dans une cage. Et je pense que ça frustre et fait peur à mes adversaires. Donc ils n'arrivent pas à développer leur jeu comme il se doit. Et c'est ce qui me permet de vraiment relâcher mon jeu et de pouvoir chercher le finish le plus vite possible. C'est de là que vient ton surnom aussi, on t'appelle le sniper. C'est ça, exactement, ouais. C'est ma précision. Ma précision, un de mes combats justement, j'étais très précis. Les commentateurs, j'étais en Italie, c'était au Cage Warrior, qui commençaient à dire c'est un sniper, avec son bras gauche c'est un sniper. Et je me suis dit que c'était quand même très stylé de se faire appeler le sniper. Donc c'est parti de là. Je crois que j'ai vu sur les réseaux, tu réfléchis peut-être à en changer de surnom? Je me suis dit ouais, mais bon, je pense que le sniper, c'est quand même pas mal. Il y a également un tournoi mondial au PFL, ça c'est un de tes futurs objectifs, une fois qu'on l'espère, tu auras gagné ça se prépare, donc voilà, je pourrais pas en dévoiler plus, mais voilà, j'ai déjà pas mal d'infos. Donc moi je pense que le tournoi monde, ça m'intéressait pas au tout début, mais finalement quand j'ai entendu 500 000 $, ça m'a quand même motivé un petit peu. C'est un argument C'est un argument un peu convaincant. Donc bon, l'argent ne fait pas tout, mais quand même, ça te permet de vivre. Et donc ouais, il y a moyen. Après, tout dépend de qui a commencé. Est-ce qu'on est capable de gagner le tournoi? Parce que comme je t'ai dit, je me lance jamais dans un endroit si je suis pas sûr de gagner. Donc je ne voudrais pas y aller au PFL Monde, c'est pour me faire éteindre au premier round. Donc je le ferai si vous voyez ma tête sur cette affiche-là, c'est que je suis sûr de gagner cet endroit. Oui, parce que tu parlais de l'argent, ça fait pas tout, mais c'est extrêmement important. Surtout dans ce sport-là où on est toujours en recherche de financement, il faut financer le camp d'entraînement, parfois partir à l'étranger. Là déjà, les 100 000 € du tournoi Europe, c'est une somme assez conséquente. Mais on sait que des fois, les combattants combattent pour 10 000 – 15 000 € et doivent avec ça financer... C'est énorme, 10 000 – 15 000, ils combattent pas. Oui, moi, je oui. combattais pour 2 – 3 000 € quand j'étais champion à l'Hexagone. Donc c'est ridicule. Avec ça, il faut financer tout un camp d'entraînement. Tu ne finances rien du tout. Moi, je travaillais à côté, je donne des cours, etc. Donc je finance que dalle. Donc je comptais pas du tout sur mes revenus de combat pour pouvoir aller en voyage ou acheter un cadeau ou m'acheter une voiture pour me déplacer, venir à l'entraînement. On galérait tout simplement. Donc là au PFL, j'ai une possibilité de pouvoir en vivre et de vraiment dédier ma vie réellement à mon sport et devenir l'un des meilleurs. Donc ouais, je pense que c'est une raison valable. En tout cas, tu t'entraînes toi ici à Nice depuis le début de ta carrière. Qu'est-ce que ça t'apporte, le Boxing Squad, ce collectif où on voit de plus en plus de combattants émerger sur la scène internationale? C'est une fierté quand même. On a tous commencé jeunes, tous en amateur, on n'avait tous rien et on se retrouve tous dans des orgas comme l'UFC, le PFL, l'ARES, moi qui ai été champion hexagone, d'autres combattants qui deviennent champions du monde, etc. Donc c'est une grosse fierté pour moi. En tout cas, on représente Nice, on représente le Boxing Squad, c'est ce qui fait notre force. Oui, parce qu'au-delà d'une salle, au final, c'est une bande de potes. C'est ça. C'est toujours comme ça. De toute façon, vous voyez l'ambiance le matin, c'est toujours de la rigolade. Certes, c'est sérieux, mais on rigole toujours et il n'y a personne qui tire la gueule quand il vient à cette salle, sauf qu'on est très fatigué. Mais en tout cas, en général, on est tous très contents de se retrouver sur un tatami et se frapper sur le visage.